Je ne vais surprendre personne si je vous dis que l'existence des fées est une partie essentielle du folklore français. Mais peut-être que vous ne seriez pas capable de me citer leur nom. Bien sûr, vous connaissez les fées des animations Disney, principalement inspirées du folklore allemand. Mais qu'en est-il de notre territoire? Sûrement il ne peut pas y avoir eu beaucoup de légendes distinctes. Comment pourrions-nous les avoir oubliées, si c'était le cas? Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 êtres féeriques issus des traditions populaires françaises. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une fée? Eh bien, c'est une entité d'apparence féminine dotée de pouvoirs surnaturels. Mais après avoir dit cela, les fées peuvent prendre des formes bien différentes selon les légendes. En France, elles sont partout, vivant dans les châteaux, autour des fontaines ou des anciens menhirs. Les fées sont considérées comme étant des continuations de pratiques culturelles et de croyances anciennes, présentes en France avant l'adoption du christianisme. Les Romains et les Gaulois vénéraient des déesses et des nymphes, des figures merveilleuses et bienveillantes, veillant sur la population, habitant dans les sites naturels remarquables parsemant le territoire. Au fil du temps, ces traditions se sont transformées et se sont remodelées pour suivre les mentalités de leur époque. S'intéresser aux histoires des fées françaises révèle donc parfois une descendance bien ancienne. C'est le cas pour la fée Aès. Il s'agit d'une figure légendaire du folklore breton. Aès est une fée, une princesse ou une géante. Sa présence avait fortement marqué la Bretagne, car on lui attribuait la création des grandes voies pavées qui sillonnaient la région. La fée Aès était une grande bâtisseuse. Elle aurait, en plus de la réalisation de ces chemins d'Aès, été la fondatrice de la ville de Carhaix, Ker Aez, c'est-à-dire la ville d'Aès. Cela peut nous faire penser aux légendes anglaises, selon lesquelles les ruines romaines auraient été le résultat du travail d'une race de géants aujourd'hui disparus. En effet, il semble que la figure mythique de la fée Aès soit une personnification culturelle de Rome et de son influence en Bretagne. Cette représentation serait très ancienne et remonterait au peuple gaulois, les Osmines, vivant en Bretagne au moment de la guerre des Gaules. Les trottes vieilles. Le dieu au bois de cerf, Cernunnos, était une figure centrale de la mythologie gauloise, représentant le cycle de la nature. Si le culte gaulois se basant peu sur l'écrit reste un aspect mystérieux de la culture de nos ancêtres, il ne faut pas être surpris de retrouver des traces de ces traditions dans le folklore des siècles suivants. Les trottes vieilles sont 3 fées, des filles du dieu gaulois Cernunnos. Elles sont reconnaissables à leur grand âge et au bois de cerf dont elles sont coiffées. On dit parfois des fées que leur forme change selon les saisons, et qu'elles apparaissent jeunes en été et vieilles en hiver. Il se pourrait que cela se soit appliqué au conte des trottes vieilles. Elles sont issues des légendes de la Haute-Saône, et plus particulièrement de Saulneau et de ses alentours, un petit village situé dans un vallon des collines préjurassiennes. Ces fées cornues apparaissent le soir de Noël pour récompenser les enfants sages. Mais s'ils s'étaient montrés irrespectueux envers leurs parents ou envers les fées, ces dernières les entraînaient dehors et les lançaient dans le ruisseau le plus proche. Pour éviter cela, les enfants préparaient une soupe à base de lait qu'ils laissaient la nuit en offrande aux fées. Lorsque les trottes vieilles trouvaient un aussi bon accueil, elles bénissaient le foyer, assurant la fortune à la famille. Avec la démocratisation du christianisme en France, la figure de la fée change. On peut par exemple trouver en Bretagne une légende où 3 fées des houles punissant l'inhospitabilité d'un fermier deviennent Jésus et 2 apôtres qui, voyageant dans la région, délivrent la même morale. Si à certains endroits, les figures vénérées sont assimilées à la nouvelle foi, parfois rebaptisées comme saintes chrétiennes, il y a également une dynamique inverse en France, avec la diabolisation de la fée et de son lieu de vie. Ainsi, les belles nymphes se transforment en sorcières hideuses et colériques, enlevant les enfants pour les remplacer par des monstres, appelés changelins ou enfants de fées. Leurs danses nocturnes sont rebaptisées sabbats, et les cercles de pierre où l'on pensait qu'elles vivaient deviennent des lieux teintés par l'influence du diable. À d'autres endroits, c'est sous la forme de dames blanches que la mémoire de ce qu'étaient les fées a survécu. Les Groacs. Pour la fée qui suit, veuillez pardonner ma prononciation du breton. Les Groacs sont un bon exemple de ces mauvaises fées, d'hideuses créatures vivant dans des demeures souterraines ou sous-marines. Le terme de Groac a évolué pour devenir l'appellation d'une vieille sorcière, mais il était parfois utilisé pour qualifier comme fées les Marie-Morgane ou les sirènes. On peut voir un contraste avec les autres fées bretonnes, car elles ne partagent ni leur bienveillance naturelle, ni leur beauté. Au contraire, la Groac était représentée comme une vieille femme, au dos courbé. Elle ressemble à une ogresse, souvent richement vêtue.
Elle porterait sur ses épaules un manteau d'écailles de poisson. Selon certaines histoires, elle aurait eu 2 canines protubérantes ressemblant à celles d'un morse. La Groaque est une fée des eaux, comme on en retrouve beaucoup en France. Elle dispose de pouvoirs magiques qui lui permettent d'influencer sur le monde autour d'elle ou de changer de forme. Elle vit en compagnie des Korrigans, dans des demeures solitaires, cachées sous une plage, la mer, un rocher ou bien au fond d'un puits. Elles sont moins sociales que les autres fées de Bretagne et ont bien plus mauvais caractère. Elles peuvent cependant être parfois de bonnes hôtes aux voyageurs capables de faire preuve de respect et de courtoisie. Mais les gens la fuient, elle et son lieu de vie, car il est dit qu'elle gardait la peste avec elle. Dans le conte collecté et réécrit par Émile Souvestre, La Groaque de Lilluloc, la Groaque piège des hommes en prenant la forme d'une belle femme, les convainquant de l'épouser pour ensuite les changer en poissons et les offrir en repas à son prochain visiteur. Les légendes du folklore français que nous regardons ici ne seraient pas complètes sans prendre en compte les histoires issues des chansons de gestes médiévales et bien sûr l'histoire de la plus célèbre des fées, Mélusine. Mélusine, c'est sûrement la fée la plus emblématique de France. On retrouve des traces de sa présence sur tout le territoire, du Poitou au Dauphiné, en passant par l'Alsace. La première apparition de sa légende dans les sources remonte au XIIIe siècle, mais en 1393, Jean d'Arras, dans son œuvre Mélusine ou la noble histoire des Lusignan, donne une nouvelle dimension au récit populaire, le liant fortement avec une des familles les plus importantes du temps des croisades. L'histoire de la fée Mélusine débute au sud-ouest de Poitiers, à la fontaine de la Soif, car c'est là que Mélusine rencontre le chevalier Raymondin, rentrant d'une chasse malheureuse. Ils tombèrent amoureux l'un de l'autre et se fiancèrent. Mais Raymondin dut accepter un serment contre la main de la belle femme. Il ne devrait jamais, sous aucun prétexte, chercher à voir Mélusine un samedi. Et bien sûr, elle lui promit qu'elle ne ferait rien, ce jour-là, qui ne puisse lui causer du tort. Ils se marièrent et obtenurent en cadeau du comte de Poitiers les terres de Lusignan. La fée aida à la construction, en un temps record, d'un grand château. Le couple vécut heureux et eut plusieurs enfants. Mais leur succès fit des jaloux, et plus particulièrement le frère de Raymondin, le comte de Forez. Celui-ci travailla son frère et parvint à le convaincre que sa femme le trompait tous les samedis avec un autre homme. Lorsque Raymondin entra dans les quartiers de sa femme, brisant sa promesse, celle-ci prenait juste son bain. Mais le secret que cachait la fée était révélé. Tous les samedis, Mélusine se transformait pour avoir à partir de ses hanches un corps de serpent qui remplaçait ses jambes. Trahie, et malgré le remords immédiat de son époux, elle s'élança par la fenêtre, prenant la forme entièrement ou à moitié d'un dragon, ou plus exactement d'une vouivre. Elle survola le château de Lusignan et disparut. Mélusine acquiert ainsi le surnom de serpente. La vouivre, dans les traditions populaires françaises, est une créature bien plus complexe qu'on ne le pense et est fortement liée aux fées. Mais c'est un sujet pour une autre vidéo. Pendant des générations, la légende raconte que les descendants des Lusignans la virent lors d'apparitions ou entendirent son cri, annonçant leur mort prochaine. La fée Mélusine veille en effet sur sa famille et sur ses biens, se lamentant lorsqu'il leur arrive malheur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Près de la ville de Grenoble, dans les Alpes, on retrouve la présence de la fée aux cuves de Sassenage. On voit sa trace également dans l'Hainaut, le Poitou, la Champagne, le Jura et bien d'autres. En vrai, aujourd'hui, on la voit dans toutes les villes de France et du monde, vu que Starbucks l'a prise comme logo. Oberon, le roi des elfes, apparaît dans les légendes médiévales françaises des siècles avant que Shakespeare ne le popularise à travers sa pièce Le songe d'une nuit d'été. On le retrouve également dans la culture germanique, car à son origine, il y a la légende franque et mérovingienne de l'enchanteur Albéric. Oberon est notamment l'un des personnages centraux de la chanson de geste Les prouesses et faits du noble Huron de Bordeaux, datant du XIIIe siècle. C'est un petit homme féerique, de la taille d'un nain, mais d'une grande noblesse. Il est présenté comme le plus beau des hommes. Il doit sa petite carrure à une malédiction lancée par une fée le jour de son baptême. Il vient en aide aux héros faisant preuve de vertu et de bonne manière, en leur offrant des objets magiques les aidant dans leur quête. Le don d'objets magiques est un élément récurrent des contes de fées médiévaux. Ainsi, dans la chanson de Huon de Bordeaux, il offre au chevalier une coupe d'abondance, toujours pleine pour les vertueux, mais également un corps d'ivoire qui, si sonné en temps de détresse, invoque Oberon et son invincible armée. Mais toutefois, si le chevalier se met à mentir, il perdra l'amitié du roi des elfes. Oberon est un personnage intéressant,
Un mélange entre une entité païenne, dotée d'une magie mystérieuse, et la figure du saint ou de l'ermite, baptisé et chrétien, attaché aux valeurs de la chevalerie, prompt à se porter à l'aide de ceux qui méritent d'être secourus, et à s'opposer aux parjures et aux traîtres. Maintenant que tu en connais un peu plus sur les légendes des fées spécifiques aux traditions populaires françaises, pourquoi t'arrêterais-tu là? Si tu souhaites découvrir les différents types de loups-garous présents dans le folklore français, clique sur la vidéo que tu vois à l'écran.